Bonjour à tous, comme à l'habitude, donc on va regarder cette vidéo et on va voir ce qu'on va apprendre dedans. Donc il est intitulé «1 million de morts, qu'est-ce cache-t-il derrière le génocide rwandais?» Entretien avec Charles Zonana. Donc c'est publié sur la chaîne Vincent Lapierre. Donc je mettrai le lien en description si vous voulez aller la voir, en intégralité. C'est-à-dire que même dans cette vidéo-là, on va la voir en intégralité, simplement elle sera en accéléré. Hem Donc, si vous avez besoin de revoir certaines choses, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne officielle. Génocide rwandais. Comment vous avez quel regard? Ben, vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. Quand on a déjà cette lecture des événements, on sait déjà très bien, si on met quelqu'un au pouvoir au Rwanda, on sait quel est le boulot qu'il va faire. Si on clarifie le dossier de l'attentat, on clarifie la cause de la tragédie rwandaise de 1994. OK. Donc pour lui, il y a un lien direct, en fait, il y a une causalité, en fait. Il y a une causalité entre l'attentat, en fait, donc le fait qu'ils ont descendu le président du Rwanda en 94, et le génocide qui a commencé la même année en 94. OK. Donc ça, c'est sa phrase d'accroche, enfin en tout cas la phrase qu'ils ont décidé de mettre en avant dans cette vidéo et on va voir, ce qu'on va apprendre là-dessus. On va écouter. Je Charles Nana, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ben, je suis Charles Nana, je suis écrivain, chercheur, docteur en sciences politiques. J'ai travaillé beaucoup pendant plus de 30 ans sur des dossiers sensibles. J'ai travaillé beaucoup sur les relations franco-africaines. J'ai travaillé également sur la question palestinienne, notamment la politique française au Proche-Orient. J'ai travaillé sur le Soudan, notamment la question du Darfour, qui pendant des années a été l'objet d'une actualité très importante en France et aux États-Unis. Et j'ai travaillé sur le Congo, la République démocratique du Congo. J'ai beaucoup écrit, je pense, jusqu'à présent, sur des sujets très divers et variés, même si on a toujours essayé de concentrer mon travail sur la région des Grands Lacs, mais finalement, c'est 7 livres sur à peu près une vingtaine. Charles Nana, nous sommes ici pour parler de votre livre très intéressant. Enquête au pluriel sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, 25 ans d'investigation pour un non-lieu, avec en couverture le fameux Falcon présidentiel. C'est ça. On va parler de ça. Et alors, sur le Rwanda, c'est un sujet qui est en ce moment en plein dans l'actualité, puisque donc Kagame, le président du Rwanda, est venu il y a de cela un mois, il me semble, à Paris, et Macron ensuite lui a rendu l'appareil en se rendant lui-même au Rwanda pour faire acte de repentance. Et donc c'est des déclarations qui sont sorties dans la presse, expliquant que la France s'excusait pour sa participation, ses actions lors du génocide rwandais. Comment vous avez, quel regard portez-vous sur cette actualité, sur ces événements? Je porte le regard de quelqu'un qui a travaillé pendant presque 25 ans sur ces dossiers-là, et surtout quelqu'un qui est un observateur extérieur, qui n'a pas de conflit d'intérêt dans la région, parce que c'est très important de le préciser. Parce que les gens ont l'habitude, quand on vous voit travailler longtemps sur un sujet, on pense que vous avez une raison pécuniaire, cachée, dissimulée, qui fait que vous vous intéressez à ça. Moi, c'est pas tout à fait ça. C'était vraiment le hasard et la curiosité intellectuelle qui m'a amené sur le Rwanda. Je ne savais rien de ce pays, absolument rien quand j'ai commencé. Et j'étais simplement surpris de constater que 2 chefs d'État africains étaient tués dans un acte terroriste, dans un attentat terroriste, et ça ne semblait émouvoir personne. Et un ensemble de l'équipage, qui était un équipage français également. En France non plus, les gens n'avaient pas l'air de se ruer sur ce sujet-là. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Personne ne parle de terrorisme sur cette période-là et pourtant il y a eu beaucoup d'actes de terrorisme, même pendant en fait, pendant le gouvernement de Habyarimana, il y a eu plusieurs attentats terroristes, mais c'est d'ailleurs suite à ces attentats-là que, donc à Rou c'est dans ce cadre-là, en fait, suite à plusieurs attentats, qu'Habyarimana était parti, donc se rencontrer avec, du coup, donc ceux qui faisaient des attentats pour faire un acte de paix, finalement, avec ces terroristes-là. En tout cas, sur cette période-là et c'est vrai que personne ne parle de terrorisme, très intéressant. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc mon point de départ, le point de questionnement a commencé là. Et pour répondre plus précisément sur la question de la lecture du président Macron ou sa réaction au Rwanda par rapport à la politique française, je pense que tout cela a été préparé. Préparé d'abord par le rapport qu'on a dit être un rapport d'historien. Bon, il y avait des historiens, par exemple, spécialisés sur la littérature arménienne, qui étaient membres de cette commission, ce que j'ai trouvé proprement indélicat, parce que je ne comprends pas comment on peut rassembler des chercheurs qui n'ont pas de compétences sur un sujet pour les amener à examiner ce sujet et à rendre public un rapport qui va faire autorité. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très net dans cette affaire-là. Mais c'est pas un membre, c'est pas 2 membres. Je dirais l'ensemble des membres de cette commission n'ont aucune compétence sur la question des Grands Lacs.
Ils n'ont pas de publications scientifiques, ni des publications reconnues comme étant des gens qui ont autorité à s'exprimer sur cette question. Cela dit, ce sont des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. On a pris des gens des domaines un peu variés pour venir s'exprimer là. J'ai trouvé que c'était un peu dangereux. Et que, surtout pour l'Afrique aujourd'hui et pour les chercheurs africains, ils trouvaient ça un peu méprisant. On ne peut pas faire venir des gens sans compétence sur un sujet africain parce que c'est l'Afrique et puis on fait passer ça. Non, c'est pas sérieux. Bon, ça c'est le premier point. Un rapport qui, je le rappelle, accuse la France d'avoir participé. Absolument, c'est pire. C'est-à-dire qu'on fait venir des Français dans un dossier qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et ils tirent des conclusions. Surtout, c'était un dossier dans lequel on devait examiner les archives françaises. Comment vous pouvez examiner les archives françaises sans avoir un background de ce qu'a été la politique française dans ce pays-là, sans être capable de... Parce que, alors là, il y a des erreurs factuelles, il y a des fautes d'interprétation. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de fautes. Hein. Bon, donc, je pense que... Et ouais, franchement, c'est très intéressant. Et moi, voilà, quand je regarde, par exemple, cette personne cet historien qu'on a devant nous, voilà, c'est une personne qui, pourquoi, en fait, pour des sujets africains, on sent le besoin d'aller faire appel à des étrangers pour traiter ces sujets-là. Voilà. Et alors, c'est une question, on comprend tous la réponse. Et voilà, c'est une question rhétorique, mais voilà. Pourquoi aller chercher des historiens arméniens, français, américains pour aller voilà, étudier le sujet en Afrique? Il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'historiens africains, pas de scientifiques africains, pas de en fait, c'est des choses où on met pas les mains, mais je pense que enfin, on met pas les mots, mais je pense qu'en tant qu'Africain, quand on voit ça, on a envie de voilà, implicitement, on le dit pas et on le pense. En fait, inconsciemment, on se dit: «On ne doit pas avoir, en fait, des compétences». Les Africains ne doivent pas avoir des compétences pour aller étudier ce sujet. Il y a que, des étrangers, des Européens, voilà, des Européens, des Américains, des personnes des pays du Nord, qui ont les compétences pour faire ce genre de travail et en fait, on met pas les mots, mais inconsciemment, on l'intègre, en fait. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir, un historien africain qui, en fait, s'intéresse au sujet et qui, visiblement, ils sont là, c'est juste qu'ils sont pas mis en avant pour, des raisons, qu'on peut, voilà, on peut, on peut comprendre des raisons derrière. Enfin, on peut se doter de pourquoi. C'était préparé, il fallait préparer la réconciliation entre une certaine France et un certain Rwanda. Parce que je dois dire que la position du président de la République... Et voilà, voilà, ceux qui écoutent, voilà, dites-moi vous ce que vous pensez, voilà. Est-ce que vous avez ce même sentiment, en fait, quand vous voyez, des étrangers, venir traiter des sujets, dans vos régions? Est-ce que vous avez inconsciemment, vous vous dites: «On ne doit pas avoir les compétences. On n'a pas des personnes pour, donc c'est pour ça qu'on fait appel aux étrangers». Est-ce que vous aussi vous avez inconsciemment, vous avez cette pensée, ce sentiment? n'est pas tout à fait représentative de la position de l'ensemble des Français, et en commençant par les Français qui ont servi au Rwanda en 1994. Ça, c'est important de le préciser. Parce que quand on entend le président de la République, on peut penser que tous les Français qui ont participé à la mission au Rwanda partagent effectivement son analyse. C'est pas le cas, j'en ai parlé avec beaucoup. Hein. Bon. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État rwandais actuel non plus ne représente pas, par son positionnement et par ses accusations, il ne représente pas l'opinion de tous les Rwandais ou même de la majorité des Rwandais. Bon, cela dit, il faut dire que le président Macron avait envie de tourner la page, de passer à autre chose dans les relations entre la France et le Rwanda qui ont été très perturbées ces dernières années, surtout avec des accusations constantes contre la France. Et le problème, et c'est ça que j'ai trouvé regrettable, c'est que le président Macron n'ait pas eu de mots pour les Français, parce qu'il y a quand même eu 6 Français qui ont été tués, dont les pilotes, les 2 pilotes et le mécanicien navigant, et puis il y a eu 2 gendarmes français et l'épouse de l'un d'entre eux qui a été tuée. Ils ont même tué leur chien en 1994. Et c'est quand même surprenant que le chef de l'État français n'ait pas eu un mot, je dirais, de façon symbolique, pour dire j'ai une pensée pour mes compatriotes qui sont morts ici en 1994. Ça ne coûtait rien, ça ne mangeait pas de pain, mais on pouvait le faire. Peut-être que ça allait indisposer M. Kagame, mais à partir du moment où on rappelle quand on est président de la République et puis chef des armées, ça n'aurait pas été inutile non plus de dire un mot ou 2 mots sur le soutien à l'engagement. Attends, il y a un truc que j'ai Le président Macron n'ait pas eu de mots pour les Français, parce qu'il y a quand même eu 6 Français qui ont été tués, dont les pilotes, les 2 pilotes et le mécanicien navigant, et puis il y a eu 2 gendarmes français et l'épouse de l'un d'entre eux qui a été tuée. Ils ont même tué leur chien en 1994. Ils ont même tué leur chien? Mais attends. Je pense que je rate un mot. On va ralentir un peu la vidéo. De l'un d'entre eux qui a été tué. Ils ont même tué leur chien en 1994. Et c'est quand même sûr. Ils ont même tué leur chien en 1994. Et qui a été tué. Ils ont même tué leur chien en 1994. Et ils ont tué leur chien. Non, ça me fait rire que
Alors c'est un rire nerveux en fait de se dire, OK, c'est malheureux qu'on tue, leur chien, mais enfin, là on parle d'humains quoi. On peut en fait quand on dit: «Ils ont même tué leur chien», oui OK, ça montre en fait la violence de l'acte, j'imagine, voilà, je pense que c'est ça qu'il a voulu appuyer. C'est pas tant la mort des chiens, c'est pour montrer qu'en fait ils étaient tellement violents ils se sont pas arrêtés à tuer des gens, c'est qu'ils ont tué même leurs bêtes pour, voilà, tellement ils étaient violents dans leur acte, je pense. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a dit: «Ils ont même tué leur chien», parce qu'en soi, bon, c'est triste pour la bête, mais bon, on peut pas comparer ça à un humain, quoi. Mais bon, oui, je pense que c'est ça il a voulu appuyer, en fait, sur la violence de l'acte. C'est quand même surprenant que le chef de l'État français n'ait pas eu un mot, je dirais, de façon symbolique, pour dire j'ai une pensée pour mes compatriotes qui sont morts ici en 1994. Ça ne coûtait rien, ça ne mangeait pas de pain, mais on pouvait le faire. Peut-être que ça allait indisposer M. Kagame, mais à partir du moment où on rappelle quand on est président de la République et puis chef des armées, ça n'aurait pas été inutile non plus de dire un mot ou deux mots sur le soutien à l'engagement des militaires français qui ont servi au Rwanda entre 1990 et 1994. Et donc, on en vient au cœur de votre livre, à cet attentat du 6 avril 1994. Je souhaiterais qu'on recontextualise bien, justement, comment survient cet attentat, parce que vous appelez attentat, mais qui est, enfin, pour les médias, pour les enquêteurs, etc., ils appelaient ça, vous le dites très bien dans votre livre, un accident d'avion. Or, vous démontrez justement que les différentes enquêtes ont pointé un faisceau d'indices à l'envers, un potentiel, je crois qu'on peut dire, commanditaire de cet attentat. Pourquoi il est important de comprendre qui a fomenté cet attentat? Eh bien, parce que d'abord, les Nations Unies, quand je dis les Nations Unies, c'est tous les rapports des Nations Unies. Mais plus que les rapports des Nations Unies, même les différents procureurs qui se sont succédés à la tête du tribunal pénal international pour le Rwanda ont dit que c'était l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise. Donc, quand on dit que c'est l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise, il faut chercher à savoir qui l'a provoqué et à qui il a bénéficié. C'est le b.a.-ba dans toutes les enquêtes criminelles. À qui profite le crime? La deuxième chose, c'est que avant cet événement, on était dans un processus de paix. Le processus de négociation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accords d'Arusha, qui avait vocation à conduire à un partage de pouvoir entre Hutus et Tutsis. Et donc, pourquoi les Tutsis avaient été exclus du pouvoir au Rwanda? Alors, ça c'est un point qui est important dans la discussion, pour que les gens comprennent très bien. C'est que pendant des siècles, le Rwanda était dirigé par une monarchie Tutsi. Il faut rappeler sur le plan sociologique que les Tutsis étaient minoritaires, c'est-à-dire 14% de la population. Les Hutus majoritaires faisaient 85% de la population. Et 1% était constitué d'une population ultra minoritaire qu'on appelle les peuples de la forêt, c'était les Twa. Donc, en gros, le Rwanda est constitué de trois groupes principaux. Les Tutsis minoritaires, les Twa minoritaires et les Hutus majoritaires. Donc, pendant plusieurs siècles, les Tutsis ont dominé la majorité. En 1959, ils font donc la révolution. Et cette révolution a pour but de changer le régime monarchique en république. C'est-à-dire que le système colonial allemand d'abord, belge ensuite, a toujours consolidé cette position dominante qui était celle de la monarchie Tutsi. Mais à la veille des indépendances africaines, les Hutus, qui veulent à la fois rompre avec le système colonial d'abord, mais rompre également avec le système monarchique, profitent donc de cette opportunité qui est faite dans tous les pays africains qui accèdent à l'indépendance de renverser ce régime. Et ils bénéficient à ce moment-là de l'alliance des Belges qui, eux, avaient déjà longtemps soutenu l'ancien régime, décidant de soutenir le nouveau régime. Voilà donc comment en 1959, il y a cette révolution qui renverse dans le système monarchique, et donc tous ceux qui soutiennent le système monarchique, donc que ce soit leurs enfants, etc., ils vont en exil. Donc certains vont s'exiler en Ouganda, d'autres vont s'exiler en Tanzanie, d'autres vont s'exiler en République démocratique du Congo, qui était à l'époque le Zaïre. Donc une fois que cette révolution a lieu, ceux qui sont partis donc en Ouganda ont toujours nourri la volonté de rentrer au pays. Et pas de rentrer pour retrouver la paix, etc., mais de rentrer pour reprendre le pouvoir qui avait été perdu par leurs parents. Voilà le fond du problème. Et tant qu'on ne comprend pas cet élément central, parce que beaucoup de gens ont appelé les événements de 1994 la contre-révolution de 1959. C'est ça le sujet. Et les Hutus qui vont réagir en 1994, quand vous lisez tous les documents, et ça a été même parmi certains au tribunal pénal international, la crainte pour eux c'était de revenir au système monarchique, au système dominant qui a fait des Hutus, c'est-à-dire la majorité de la population, des serfs à l'époque de la monarchie. Voilà ce qui était en fait le point de crispation entre la majorité Hutu, donc qui va amener beaucoup à commettre des crimes contre leurs compatriotes Tutsis, mais aussi le point qui va amener la minorité Tutsi qui est dans l'armée ougandaise à vouloir prendre le pouvoir parce que eux, leur obsession, c'est de retrouver l'autorité qui était celle de leurs parents à l'époque de la monarchie. Voilà le point central qui est, à mon avis, la cause principale de la tragédie du Rwanda, c'est-à-dire la volonté de reconquérir un pouvoir qui avait été perdu. Et donc cet attentat va donc devenir l'élément central. Pourquoi il est l'élément central? Parce que dès 1990, la minorité Tutsi veut renverser Habyarimana. Et donc, ce qui va se passer en 1994, c'est cela, l'assassinat d'Habyarimana. Et une fois que l'assassinat d'Habyarimana est assassiné, eh bien, ce sont la minorité Tutsi dirigée par Paul Kagame qui prend le pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je dis, si ce n'est pas Paul Kagame, si ce n'est pas la minorité Tutsi qui dirigeait, qui a battu l'avion, il y a longtemps qu'on aurait arrêté les auteurs de l'attentat. On n'aurait pas attendu 25 ans pour tergiverser, pour publier des articles contradictoires, pour publier... Vous aurez remarqué d'ailleurs que le rapport qui a été fait ne dit rien sur l'attentat, ne donne l'impression qu'il ne s'est rien passé sur l'attentat, alors que l'attentat a fait l'objet, au sein du tribunal pénal international, de préoccupations de tout le monde. Donc, on est devant une configuration où, si on clarifie le dossier de l'attentat, on clarifie la cause de la tragédie rwandaise de 1994. Si on tait les auteurs de l'attentat, on étouffe la vérité sur les causes de la tragédie rwandaise de 1994. Voilà l'enjeu. Un autre point troublant que vous soulevez, c'est que le FPR a fait fermer l'une des deux pistes de l'aéroport de Kigali. Absolument. Obligeant de facto les avions à atterrir par une seule voie. Absolument. Et ça c'est plutôt troublant. C'est très troublant et c'est très curieux que les magistrats français aient laissé ce point dans l'ombre. Pourquoi? Parce que
Les pilotes m'ont confirmé, Rwandais m'ont confirmé que il était indispensable, comme étant donné que l'aéroport de Kigali n'était pas un grand aéroport, il était important pour les pilotes d'avoir deux points d'atterrissage et de décollage. À partir du moment où on vient fermer un axe, on oblige les avions à atterrir, à décoller sur un seul axe. Donc pour les gens qui préparent un attentat, c'est très facile de savoir de quel côté viendra l'avion. Et l'argument que le FPR avait utilisé de Paul Kagame pour faire demander à ce que cette piste soit fermée, c'était que ils habitaient, ils avaient leur siège au niveau du Parlement, et les avions passaient au-dessus du Parlement. Et donc pour eux, ils étaient en insécurité, ce qui est un argument fallacieux, parce que même le colonel Marshall m'avait dit que le fait d'être au CND ne pouvait pas justifier qu'on soit en insécurité. Et d'ailleurs, pourquoi le FPR aurait-il pu être en insécurité, puisqu'on était dans un processus de paix? On avait déjà signé les accords de paix. Donc il n'y avait pas de raison de demander la fermeture d'une piste de l'aéroport. Il se trouve que cela a été fait. Et lorsque cela a été fait, évidemment, le soir du 6 avril, quand l'avion du président est revenu, on savait exactement de quel côté il allait arriver. Et les deux tirs de missile, le premier tir de missile qui a raté l'avion, le second l'a touché, ils savaient exactement où se placer et à quel moment l'avion allait rentrer. Ils avaient toutes les informations. Puisqu'il faut le rappeler, le FPR avait quand même réussi à infiltrer l'armée gouvernementale. Et ça, encore une fois de plus, qui confirme que l'idée d'aveuglement qui est répandue en France depuis longtemps procède effectivement d'une ignorance du dossier ou d'une mauvaise foi caractérisée. En gros, à la lecture de votre livre, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui pointe clairement Paul Kagame comme étant le potentiel commanditaire de cet attentat, qui a ensuite déclenché le génocide rwandais, c'est-à-dire des violences de la majorité Hutu contre la minorité Tutsi. Pourquoi cette évidence n'est-elle pas apparue dans les différentes enquêtes qui ont eu lieu sur ces événements? Je pense à l'enquête espagnole, l'enquête française, vous en parlez dans votre livre, l'enquête belge, l'enquête du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a au moins 4 enquêtes, si je me trompe pas. 5 enquêtes. Deux enquêtes françaises. Deux enquêtes françaises, effectivement. Pourquoi tout cela n'est pas apparu? Non, si vous voulez, les éléments sont très clairs dans les différentes enquêtes. C'est-à-dire que la première enquête de l'auditoire militaire belge est arrivée techniquement. Il y a eu un premier rapport qui avait été fait par les forces aériennes belges qui avaient travaillé sur l'attentat, mais leur analyse était une analyse technique, de savoir qui pouvait détenir les missiles et que pour abattre un avion à l'aide d'un missile, il fallait avoir des experts qui étaient capables d'utiliser un missile pour abattre un avion. Et donc l'auditoire militaire belge, en tout cas les premiers enquêteurs belges qui ont commencé l'enquête en 1994, sont arrivés à la conclusion que non, les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles, que les seuls qui pouvaient avoir des missiles, c'était le FPR. Et ils ont donné la liste des éléments et des références des missiles. L'enquête qui va être les deux enquêtes du tribunal pénal international vont aller dans le même sens. Parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer Michael O'Regan, qui était un enquêteur australien, qui m'avait expliqué ils étaient parvenus à identifier. OK, ça c'est très intéressant. Après pareil, ces documents-là, il faut y mettre à la main, il faut de toute façon, je pense qu'il y a un effort, pour cacher ces éléments-là. Donc on les en se basant sur ce qu'il dit et si ce qu'il dit c'est vrai, les Hutus ne possédaient pas de capacité à battre un avion. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, la version qui est maintenue, c'est que, l'avion a été abattu par, les Hutus extrémistes. Heu, donc les Hutus sont au pouvoir. Parmi les Hutus, il y a des Hutus extrémistes qui sont pas contents du pouvoir et qui abattent, le président au pouvoir. C'est ça le non, en fait, c'est l'histoire qui fait rire, qui limite, on a envie de dire: «Mais qui peut croire à ça?» mais c'est la version actuellement qui est au pouvoir. C'est-à-dire que tu as des Hutus au pouvoir, les Hutus sont pas contents, ils renversent le Hutu pour mettre des Tutsis. Voilà, c'est ça la version actuellement qui qui est publiée. Donc en tout cas là, visiblement, il y a des rapports qui disent que les Hutus, à cette époque, ils n'avaient pas les moyens, militaires, voilà, pour abattre un avion. Donc c'est très intéressant. Des membres du commando au sein du FPR qui voulaient témoigner du rôle qui a été le leur dans l'attentat du 6 avril 1994. Et évidemment, l'affaire a été étouffée. L'affaire a été étouffée par les Américains parce que Michael O'Regan était allé parler sur une ligne sécurisée à l'ambassade des États-Unis au Rwanda en croyant qu'il était en sécurité au procureur Louis Arbour. Et à la suite de cet échange-là, il pensait que c'était une ligne sécurisée, mais il s'est rendu compte que le procureur qui lui disait que ah oui, les informations que vous êtes en train de me communiquer sont très importantes pour votre enquête, le même procureur a changé de tête lorsqu'ils se sont retrouvés en face à face. Et lui disait mais oui, mais votre enquête, en quoi est-ce qu'elle est sérieuse? C'est-à-dire que le procureur était arrivé à mettre en doute le travail de ses propres enquêteurs, parce que ces gens qui travaillent sur l'enquête sur l'attentat étaient les enquêteurs du procureur. Procureur de quelle nationalité? De canadienne. C'était une canadienne, Louise Arbour. Et Madame Louise Arbour a attendu de prendre sa retraite au Canada pour dire que finalement, oui, il y a eu des pressions, et que Kagame avait exercé des pressions sur le tribunal sur cette affaire-là. Donc l'enquête espagnole, qui à mon avis est l'une des enquêtes qu'on ne peut pas soupçonner du tout, parce que l'Espagne n'a aucun lien historique, économique, rien du tout culturel avec le Rwanda ou cette région-là. L'Espagne avait été saisie simplement parce que des Espagnols avaient été tués là-bas, au Rwanda en 1994. Et donc le juge André Merles est arrivé à la conclusion implacable, il a lancé 40 mandats d'arrêt internationaux contre les proches de Paul Kagame, et en précisant clairement que c'était le FPR qui avait abattu l'avion, et que non seulement ils ont abattu l'avion, mais ils ont commis des crimes contre l'humanité. Et alors que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que les Espagnols là reçoivent des pressions des propres pays européens. Ben oui, c'est-à-dire qu'on est Non, c'est très intéressant et le et ce qui est drôle, c'est que, enfin non, il y a rien qui est drôle, mais du coup, tous ces personnes-là, en fait, c'est ça je pense que la question qu'il faut se poser à chaque fois, en tout cas quand on regarde des historiens et même des chefs d'État, en fait, quand ils te disent, quand ils te délivrent des informations, heu, il faut quand même se demander: «C'est quoi l'intérêt derrière?»
C'est quoi l'intérêt pour les Espagnols de dire que c'est FPR qui a descendu l'avion, sachant que du coup, à ce moment-là où ils font les enquêtes, c'est FPR qui est au pouvoir? C'est quoi leur intérêt? C'est quoi l'intérêt de ces Américains de dire que c'est FPR qui a voilà, il faut se demander pourquoi ils iraient dire ça? Et Dans une affaire kafkaïenne, c'est-à-dire qu'un juge, un magistrat espagnol, parce que la justice espagnole avait été saisie par Juan Carrero, qui est un militant, un activiste des droits de l'homme, qui a travaillé avec le prix Nobel de la paix qui préface le livre, évidemment, Adolfo Pérez Esquivel, parce que pour eux, il était inacceptable que des crimes contre l'humanité d'une telle ampleur et un attentat terroriste contre deux chefs d'État africains passent inaperçus. Donc ils ont travaillé avec le juge espagnol pour que le juge espagnol puisse mettre la main sur les auteurs de l'attentat. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que entre 2006, 2007, 2008, des pressions commencent en Espagne. Et ce sont les diplomates américains qui font ces pressions à la fois sur le ministre espagnol des Affaires étrangères, mais également sur les procureurs. Il y a une rencontre, j'ai décrit, entre le procureur et le conseiller juridique de l'ambassade américaine à Madrid, qui demande, n'est-ce pas, au procureur si le juge espagnol ira jusqu'au bout. Il dit oui, il a l'intention d'aller jusqu'au bout, mais il dit écoutez, rassurez-vous, nous on ne va pas suivre le juge dans sa poursuite contre les gens du FPR de Paul Kagame. Et le juge lui remet quasiment l'intégralité de dossier judiciaire, c'était quand même quelque chose de flagrant qu'un pays européen prenne le dossier judiciaire et le remette au conseiller américain. Mais les Américains ne sont pas arrêtés là. Ils ont appelé les Allemands, ils ont demandé aux Allemands de faire pression, ils ont appelé les Anglais, ils ont demandé aux Anglais de faire pression, ils ont appelé tout le monde, même les Italiens. Ils ont dit aux Italiens écoutez, allez voir avec les Espagnols la possibilité qu'ils annulent leur mandat d'arrêt contre les proches de Kagame. Donc pour que les Américains aillent aussi loin dans un engagement politique ou politico-diplomatique dans une affaire judiciaire, c'est que Kagame et ses hommes ont dû leur rendre beaucoup de services ou étaient des éléments très importants dans la stratégie dans la région des Grands Lacs. Mais c'est là qu'on comprend pas bien. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Oui. Comment peut-il tenir par, comment dire ça? Comment peut-il influencer autant la politique étrangère des Ah, j'aime bien ce journaliste. Ouais, c'est des bonnes questions en fait. C'est des bonnes questions. C'est comment. Et en fait, je pense que la réponse va être intéressante. Ouais. Bon, je mets un peu de suspense là. C'est comment un État comme le Rwanda peut avoir autant d'influence. Parce que voilà, on le sait, hein, tout le monde le sait. Dans la politique, il n'y a pas d'amis. Voilà, dans la politique, c'est la politique. C'est qu'est-ce que tu apportes à la nation auquel je travaille. Voilà, c'est ça. Donc, Kagame, en tout cas le Rwanda, euh, a dû donner quelque chose à ces pays-là en échange de tous ces services-là, en gros, de faire taire l'enquête. Et là, pourquoi? On va voir ce qu'il en pense. États-Unis d'Amérique, de la France, on comprend pas là, il y a quelque chose qui Vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. En fait, il faut remonter à Clinton pour comprendre ça. Lorsque Clinton arrive au pouvoir, son objectif c'est quoi? L'objectif de Clinton, c'est de évincer la France de ses anciennes positions en Afrique francophone. Et celui qui le dit de façon très explicite est le ministre de l'économie de Bill Clinton à l'époque, qui s'appelle Ron Brown, qui était mort, je crois, en Yougoslavie dans un accident d'avion plus tard. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un discours à Dakar qui était très important, c'est de dire que traditionnellement, les matières premières africaines étaient contrôlées par certaines puissances européennes. Maintenant, c'est le tour des États-Unis. Nous aussi, nous comptons prendre part dans ces matières premières. Et donc, l'objectif à l'époque qui vise à mettre Kagame au pouvoir est de s'emparer des richesses minières de l'Est du Congo. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. On parle beaucoup du génocide, mais derrière le génocide, il y a les matières premières. Et c'est ça qui est beaucoup plus important que ce qu'on affiche là. Et je vais vous amener là-dedans pour que vous puissiez mieux comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette stratégie? Dans cette stratégie, Et le RDC. Le RDC, donc voilà, voilà, sauf s'ils en parlent, moi je vais pas aller dedans, mais vous savez la situation de la RDC, beaucoup de conflits dans la partie est de la RDC, donc la partie qui est sur la frontière avec le Rwanda, avec tous les conflits qui se passent là-bas, des millions de personnes déplacées et plusieurs morts qui ont lieu, et d'autres atrocités de la guerre. Donc il y a clairement une guerre dissimulée derrière, une guerre surtout politique, mais il y a aussi quand même voilà, des gens qui meurent sur le terrain. Et donc voilà, c'est ça, c'est l'actualité. Et ça, le truc, c'est que tout ça, ça a un lien. Et je vous dirai à la fin, en fait, je donnerai mon avis à la fin. c'est que les Américains ont envie de s'emparer du coltan, qui sert à la fabrication de téléphones portables et des ordinateurs. C'est un produit qui est très important, très recherché dans le domaine de l'aéronautique, militaire et civile. Et puis il y a le cobalt. Et donc la personne qui est la plus en même d'aider les Américains à se procurer ça, c'est celui qui est le président du Rwanda, qui est à la frontière, parce que ces produits se trouvent à la frontière avec le Rwanda. Et l'ancien président qu'a soutenu le président Mitterrand, le président Habyarimana, n'aurait jamais accepté ça. N'aurait jamais accepté que son pays serve de base arrière pour aller piller les richesses du Congo. Mais Kagame, lui, était prêt à faire ce travail-là. Et donc c'est pour cela que les Américains vont tout faire pour l'amener au pouvoir. Et c'est pour ça que l'attentat contre l'avion est un tabou. Vous comprenez mieux maintenant. Deuxième élément, c'est que les Américains considéraient le coltan, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme un produit stratégique de la défense nationale des États-Unis. Je répète, un produit de la sécurité des États-Unis. Donc qui se trouve dans le sous-sol congolais. Donc vous comprenez que quand on a déjà cette lecture des événements, on sait déjà très bien, si on met quelqu'un au pouvoir au Rwanda, on sait quel est le boulot qu'il va faire. Je vais encore plus loin que ça. Ouais, bon, je suis obligé d'en parler. Euh,
Oui, de toute façon, enfin, les pays du Nord, ils ont tendance, en fait, c'est incroyable comment, en fait, ils ont pour eux, dans leur vision, en fait, les pays africains sont dans leur responsabilité, c'est je dirais même, c'est leur propriété, c'est notre, c'est nos affaires. Ça perturbe nos voilà, c'est quand il y a des choses qui se passent en Afrique, ça perturbe nos intérêts. Mais en fait, ces pays-là ne devraient pas, alors qu'ils ont des intérêts, je comprends, mais en fait, ces intérêts ne peuvent pas aller au-delà des intérêts des nations qui possèdent ces intérêts mêmes, en fait. Et c'est ça que enfin, tout ça pour dire que, il y a une question qui m'est venue comme ça. Pourquoi est-ce que les États-Unis, alors c'est une question que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis doivent passer par le Rwanda pour arriver au Congo? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Congolais, est-ce que ça voudrait dire que les Congolais refusent catégoriquement de se faire exploiter? Quand je dis les Congolais, ils refusent, oui, bien sûr que la population refuse, mais est-ce que les chefs d'État, ils arrivent à refuser, ces choses-là? Parce que ça, le problème en Afrique, c'est que beaucoup de chefs d'État acceptent des deals, catastrophiques pour leur pays, pour leur enrichissement personnel. Est-ce que ça veut dire que les Congolais, depuis toujours, ont toujours refusé de se faire exploiter volontairement? C'est-à-dire que les chefs d'État, ils sont, imperturbables et ils gardent les intérêts de la population en en première ligne, quitte justement à se faire piller et à se faire attaquer comme ça, comme c'est actuellement. Et si c'est le cas, je salue les Congolais, voilà, on vous aime. Mais voilà, c'est ma question, c'est est-ce que pourquoi les États-Unis, et d'autres pays d'ailleurs doivent passer par le Rwanda? Pourquoi ils ne discutent pas directement heu, avec les chefs d'État congolais et pourquoi ils les corrompent pas directement comme ils ont tendance à le faire? La bombe qui a été utilisée. Voilà, on sait tout ce qui se passe dans la Guinée équatoriale, hein, donc bon. Force aux Guinéens de aux Guinéens de l'Équateur, donc voilà, ceux qui viennent de la Guinée équatoriale. À Nagasaki, Hiroshima. Comment on appelle les habitants de la Guinée équatoriale? Je pense que c'est les Guinéens équatoriens, des Guinéens équatoriels? Non, des Équato-Guinéens, voilà. Je pense que ça doit être ça. OK, on va le chercher tout de suite parce que par respect pour les Guinéens, habitants de la Guinée équato-guinéenne, voilà. Voilà, force à tous les équato-guinéennes, voilà. Bon courage à vous et on espère que les choses, changeront et évidemment, je dis toujours, c'est aux Guinéens de changer les choses. N'attendez pas de l'aide de l'extérieur, ils changeront rien. Ils viendront avec leurs propres intérêts et si, vos chefs, leur proposent leurs intérêts, bah, ils changeront rien dans votre situation donc voilà, faites comme ce qui s'est passé franchement, ce qui s'est passé au Burkina ou au Niger, ça, c'est des choses qui doivent être faites, en fait, pour votre bien et donc voilà, mobilisez-vous, bougez-vous et vous vaincrez, bon courage. En 1945, contre le Japon qui était utilisé par les Américains, l'uranium venait du Congo Zaïre, c'est-à-dire le même endroit où se trouve aujourd'hui le coltan qui sert à la fabrication de portables. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains savent exactement ce qui se trouve dans le sous-sol du Congo et ils ont pris le temps pour pouvoir mettre quelqu'un à la tête du Rwanda qui allait en quelque sorte faire de la sous-traitance pour eux, pour ce genre de produits stratégiques. Voilà pourquoi la France, qui va se retrouver dans cette configuration-là, par sa vision un peu, je dirais pas candide, mais un peu faiblarde dans son positionnement géopolitique, s'était retrouvé en 1993 en étroite relation avec le président du Zaïre, qui était le président Mobutu. Les Américains avaient lâché quelqu'un qu'ils ont soutenu au pouvoir pendant 32 ans, qui était le président du Zaïre, et les seules personnes qui soutenaient le président du Zaïre à ce moment-là, c'était les Français. Mais les Français, on se retrouve en 93 dans la configuration de la cohabitation, donc le positionnement des uns et des autres fait que la politique étrangère de la France et la position géopolitique de la France est affaiblie. Le président Mitterrand a son cancer de la prostate et les Américains et le président du Zaïre a aussi le cancer de la prostate. Donc c'est à ce moment-là que Paul Kagame, utilisé par les Américains, on va commettre l'attentat qui va permettre de renverser non seulement le président rwandais, mais en 97, c'est-à-dire quelques années, 3 ans après l'affaire de l'attentat, le président du Zaïre va être renversé par Paul Kagame.
Je récapitule pour que les gens comprennent bien l'articulation. Bill Clinton veut installer Paul Kagame au pouvoir. Paul Kagame est en formation aux États-Unis, on le met là. En 94, ils font abattre l'avion du président Habyarimana, qui est le président du Rwanda, qui s'entend avec le président du Zaïre, qui est son voisin. Les Américains veulent le coltan et l'uranium du Zaïre. Pour y arriver, ils ne peuvent pas directement attaquer le président du Zaïre qui est en place. Pourquoi? C'est pas plus simple? Mais c'est quelqu'un qui les connaît très bien. Ils l'ont soutenu pendant 32 ans. C'est comme l'affaire avec Pinochet. Donc on n'a pas envie, on veut s'en débarrasser, mais on ne va pas s'afficher, comme on ne va pas prendre le risque de venir le renverser. Donc on passe par un proxy. Voilà, exactement. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Et entre-temps, les Américains font pression sur la France et sur la Belgique de lâcher ce président, qui est devenu... Ça répond un peu à ma question, c'est pourquoi ils s'attaquent pas directement aux Congolais. Mais la réponse, c'est une réponse, mais elle est pas convaincante. Ils veulent pas se fâcher contre lui directement. Enfin, je veux dire, ils se fâchent avec beaucoup de présidents en Afrique. Voilà, pas plus tard que quelques mois, le président de la France, donc Macron, voilà, alors que voilà, il venait de se fâcher avec le président de je ne sais plus quel pays exactement. Quand le président est sorti, et Macron n'a pas hésité à faire une blague en disant qu'il va allumer la clim. Donc pour vous dire que ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour les chefs d'État africains. Et donc cette question de dire ils voulaient pas s'afficher ouvertement contre avec le président alors actuel, enfin alors au pouvoir au Congo, puis parce que juste ils avaient des relations de 30 ans juste avant, ça me convainc pas. C'est peut-être ça, mais c'est pas convaincant quand même. C'est juste parce qu'ils veulent pas le fâcher, hein. Enfin, je veux dire, on sait que les, heu, les chefs d'État des pays, développés, ils n'ont aucune considération pour les chefs d'État et il suffit de regarder comment ils se comportent face à eux, voilà, et leur manière de leur parler et même voilà, de s'exprimer à leur place et même le simple fait, l'existence de l'ingérence, en fait, de non, non, de les pardon, ouais, de l'ingérence, en fait, ce simple montre, en fait, leur manque de confiance, leur manque de considération parce que quand, quand